Dans cette vidéo, je vais partager avec vous les enjeux de la nouvelle économie de l'attention qui vous concerne au quotidien et qui font de la lecture une tâche particulièrement indispensable aujourd'hui. C'est parti. Mais revenons un petit peu en arrière. Par exemple, au temps de la découverte du Nouveau Monde. À cette époque, on était dans une ère mercantile, c'est-à-dire que la valeur principale qui s'échangeait, c'était le territoire. Soit on devait en conquérir toujours davantage, soit il n'y avait plus rien à conquérir, auquel cas on faisait la guerre pour étendre le sien. Et puis le temps passa et la valeur principale qui s'échangeait changea, puisque c'était plus le territoire, mais c'était le temps. C'est ce qu'on appelle l'ère industrielle. En effet, pendant la révolution industrielle, on échangeait notre temps contre de l'argent pour aider à la production de biens. Et puis on avance encore un petit peu dans le temps, et depuis le développement de la presse au XXe siècle, on est rentré dans ce qu'on appelle l'économie de l'attention. En effet, la valeur principale échangée quand on est un média, c'est clairement le temps d'attention de nos lecteurs. Parce qu'en fait, c'est quoi exactement le modèle économique d'un média, ma chaîne YouTube par exemple? Eh bien, c'est de pouvoir capter l'attention du plus de gens possible, les faire regarder ma vidéo jusqu'au bout pour que le temps d'attention que vous me consacrez soit plus important, et qu'ensuite Google puisse proposer ma vidéo à des annonceurs pour que ces annonceurs fassent des publicités sur cette dernière et que moi je prenne une partie des revenus publicitaires. Donc vous voyez que là, la valeur qu'on échange, c'est pas du territoire, c'est pas des biens matériels, non, on échange de l'attention, du temps d'attention concentré sur ma vidéo contre de l'argent que les publicitaires vont donner pour pouvoir mettre leur publicité en face de vous. Mais alors, définissons un petit peu ce que c'est l'attention. En fait, on a deux types d'attention. On a l'attention dirigée et l'attention stimulée. Le premier type d'attention, qui est donc interne, il est dirigé par des objectifs personnels. Par exemple, j'ai envie de me renseigner sur le monde de la finance pour ajuster mes investissements en bourse, donc je vais ouvrir un journal et je vais sélectionner les articles les plus pertinents pour répondre à mon besoin. Ça, c'est l'attention dirigée, c'est l'attention dont on manque cruellement actuellement, puisqu'elle se fait progressivement remplacer par l'attention stimulée par des stimuli externe. Cette attention stimulée, c'est par exemple quand vous allez sur YouTube sans savoir exactement quoi regarder et que vous vous laissez guider par les meilleures miniatures qui apparaîtront sur votre fil principal. L'attention stimulée, elle est étudiée par le marketing et la psychologie pour vous faire passer plus de temps sur les réseaux sociaux et acheter des produits, tandis que l'attention dirigée par les objectifs internes, elle est étudiée par les sciences cognitives pour nous permettre de mieux nous concentrer. C'est tout ce qui concerne en fait la productivité. Donc autant dire que si vous arrivez à maîtriser les deux types d'attention, à savoir l'attention dirigée qui va vous permettre de lire les bonnes ressources et de mener à bien un projet, et que vous arrivez à faire en sorte que les autres personnes s'intéressent à votre projet, puisque vous arrivez à stimuler leur attention stimulée grâce à des stimuli externes, et bien vous avez tout gagné et vous pouvez vendre n'importe quoi à n'importe qui. Donc si aujourd'hui vous me demandez quelle est la chose la plus importante à travailler, c'est clairement comment stimuler l'attention des autres et comment mieux diriger la nôtre, autrement dit s'intéresser au marketing et à la productivité. Et donc qu'est-ce qu'on entend quand on dit économie de l'attention? Et bien par exemple, moi, donc mon travail sur YouTube, c'est de capter votre attention et de la garder le plus longtemps possible pour pouvoir gagner le plus d'argent possible. Or il y a beaucoup d'acteurs qui veulent faire ça, beaucoup de médias qui veulent capter votre attention, ça c'est donc la demande sur un marché, et l'offre c'est clairement votre attention. Et c'est donc ça l'économie de l'attention, elle peut être représentée sur un marché avec comme offre votre attention et comme demande les médias qui veulent la capter. Cependant, comme vous pouvez le voir sur ce graphique, au début, il y avait extrêmement peu d'informations. En effet, la quantité est faible et donc la valeur de l'information est par définition extrêmement élevée. C'est par exemple pour ça que la Bible a pu se développer aussi bien, c'est parce que c'était quasiment un des premiers textes qui a pu être imprimé en masse et mis dans les mains de tout le monde. Et puis vous pouvez aussi voir que notre attention, elle valait pas grand chose à l'époque. On essayait de s'occuper comme on pouvait, en brodant des écharpes ou en jouant aux billes. Et puis le temps passa, comme vous pouvez voir, on a franchi un sorte de point d'équilibre imaginaire d'un marché. On peut dire que c'est peut-être au milieu du XXe siècle, quand il y avait quelques journaux, que les gens s'occupaient bien. Et puis ensuite, depuis la fin du XXe siècle, le nombre d'informations disponibles, il a augmenté de manière exponentielle. Comme vous pouvez voir, la courbe de l'information, elle s'arrêtera jamais, puisque aujourd'hui on est tous producteurs d'informations grâce aux réseaux sociaux. En revanche, notre attention, elle est limitée. On a 24 heures dans une journée et on pourra pas le changer. Donc aujourd'hui, ce processus, il s'est inversé. On est clairement dans une surabondance de l'information où chaque information n'a quasiment aucune valeur intrinsèque, avec une pénurie d'attention qui est de plus en plus courte. Et aujourd'hui, il faut bien comprendre qu'il y a beaucoup plus d'informations que d'attention disponibles. Donc on est dans une guerre, toutes les informations pourront pas avoir la même importance et pourront pas être vues de manière égalitaire par tout le monde. Donc si quelqu'un décide de vous donner son temps d'attention, c'est qu'il le donne pas à quelqu'un d'autre, donc vous êtes clairement en compétition avec de nombreux acteurs pour capter l'attention de vos prospects. On est dans une guerre de l'attention. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus de gens qui nous disent c'est très bien de capter l'attention de vos prospects, mais ensuite il faut les garder attachés à votre marque grâce à un ensemble de grandes idées, grâce à ce qu'on pourrait appeler une perspective. Une perspective, c'est le recul qu'on peut offrir sur cette surabondance d'informations. Qu'est-ce que vous voulez faire quand vous êtes dans un marché bondé un lundi matin, ou encore dans un marché en extérieur où il y a plein de monde et où on peut pas avancer au rythme qu'on souhaite? Eh ben on veut adopter une nouvelle perspective sur la situation. On veut simplement qu'on nous offre une autre perspective pour pouvoir prendre de la hauteur et mieux analyser ce qui se passe en bas. Et ben c'est à mon avis exactement ce que les marques devraient offrir à leurs clients aujourd'hui. Une nouvelle perspective, un nouvel angle
sous lequel ils pourraient regarder les flux d'informations par lesquels ils sont bombardés au quotidien. Et c'est aussi pour ça que les théories du complot, elles marchent aussi bien. Elles donnent une manière simple de comprendre l'abondance d'informations avec lesquelles on est bombardé en permanence et que personne ne pourrait analyser dans son intégralité. Du coup, avoir quelqu'un qui vous dit « Moi j'ai tout compris, écoutez-moi, les vaccins, c'est mauvais », eh bien c'est bien plus rassurant d'adopter cette perspective que de se dire « J'arriverai jamais à comprendre ce que c'est réellement un vaccin ». Et un parfait exemple d'une entreprise qui offre une perspective à ses clients, c'est par exemple Feed, la marque de nourriture lyophilisée. Aujourd'hui, le produit que vend Feed, il est quasiment accessoire. Ce qui compte, c'est le message qu'elle transmet. Le CEO de Feed fait des directs sur Clubhouse une fois par semaine pour parler des valeurs de la marque avec leur communauté. Donc concrètement, comment est-ce qu'on fait pour créer une nouvelle perspective? Eh bien, et c'est là qu'on en arrive au titre de cette vidéo, il faut lire. Il faut lire car tout ce qu'on voit dans la nature n'est qu'un empilement d'atomes. Le corps humain par exemple, c'est un ensemble d'atomes qui forment ensuite des molécules pour former des organes et enfin un organisme. Et tout ce que vous voyez autour de vous est d'ailleurs un empilement d'atomes. Et ben c'est exactement pareil pour les contenus. Chaque contenu que vous voyez est un empilement d'atomes. Et par atome, j'entends concept. Il faut lire car tout ce qu'on voit autour de nous au quotidien ne sont que des assemblages. En effet, le créateur, par exemple sur YouTube, tout ce qu'il va faire, c'est présenter d'une nouvelle manière ce qu'il connaît déjà. Il va lire de nombreux concepts au quotidien, dans des blogs, dans des livres, ou il va regarder d'autres vidéos YouTube, il va les intérioriser, les apprendre, et il va les réexpliquer sous une forme qui lui est propre. D'ailleurs, c'est exactement pareil pour les innovateurs. Par exemple, l'inventeur du jet ski, il connaissait ces trois objets-là, il a fait l'effort d'intérioriser tous les concepts qui composent ces trois objets, il les a déconstruits pour ensuite les réassembler sous une nouvelle forme, son jet ski. Et tout ce qu'on voit autour de nous, c'est exactement pareil, c'est qu'un empilement d'atomes. Ça prouve bien qu'on peut rien créer si on n'a intériorisé aucun concept. Et donc en fait, plus vous allez avoir de concepts à disposition au quotidien, le plus ils vont s'entrechoquer les uns avec les autres, le plus vous allez générer de nouvelles idées et pouvoir élégamment les articuler dans une nouvelle perspective. C'est pour ça que c'est important la lecture aujourd'hui. La lecture, ça va vous donner des concepts, des briques de base que vous allez pouvoir assembler pour générer de nouvelles idées et des nouvelles perspectives. Mais lire, c'est une chose. Cependant, chaque contenu que vous rencontrez, chaque concept que vous découvrez, il est super fragile. Si vous le stockez pas dans un système centralisé, il va tout simplement disparaître. Ça, c'est la courbe de l'oubli. C'est ce qui va arriver à votre petit concept si vous le répétez pas et si vous le stockez pas dans un système. Vous allez tout simplement l'oublier. C'est pourquoi un des autres enjeux aujourd'hui qui est complètement lié, c'est de créer son système de gestion des connaissances personnelles. Ça tombe bien parce que c'est justement le sujet de cette chaîne YouTube, et si vous voulez en savoir plus sur ce sujet, je vous recommande cette vidéo juste ici. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Quant à moi, je vous souhaite une excellente journée. Salut!